Ok. Donc je vous présente l'activité. Le but, c'est qu'on fasse de façon assez ludique le tour de plusieurs questions. En un, on va attaquer par un petit outil mnémotechnique pour vous aider dans votre analyse du système nerveux central. En deux, on va faire des jeux d'orientation autour du cœur fœtal. En trois, un vrai-faux biométrie. Et en quatre, alors très léger, c'est bonus estival, c'est effectivement T21 et nouvelles recommandations. Donc, voilà comment on va jouer. Vous vous loguez en tant qu'étudiant. Vous allez avoir un nom de salle de classe à rentrer. Et on va dire que le nord de la France choisit bleu. Et le sud de la France choisit magenta. Et pour votre éducation, magenta, c'est rose. Alors attendez, on va faire deux équipes au choix des étudiants. C'est parti, c'est bon. Vous pouvez vous mettre dans vos équipes et vous me donnez le feu vert quand on peut commencer. Alors, c'est pas du tout un quiz historique et je pense qu'il y a un problème. Problème sur problème. C'est un quiz éco. Normalement, oui. Je pense que j'ai un homonyme, mais il doit y avoir une lettre différente, je pense. Est-ce que vous avez tous un quiz d'éco? Personne d'autre n'a des questions sur Philippe Auguste? Ok. Bon, c'est plutôt une bonne nouvelle. Alors, on va commencer par une petite vidéo. Je vous prie de m'excuser pour la qualité de la vidéo. C'est la vidéo la plus pédagogique que j'ai trouvée sur le sujet. J'ai réussi en fait à la capter dans un congrès. Et je vais vous la commenter parce que le commentaire en anglais, je pense qu'il n'est pas facilement accessible pour vous. Donc l'idée, c'est qu'on va se donner 10 mini-outils mémotechniques pour faire notre examen du système nerveux central fœtal et qui vont nous permettre d'éliminer, quand on les maîtrise, la quasi-totalité des signes d'appel et malformations graves. La forme de votre crâne, elle doit toujours être régulière, homogène comme un œuf. Jamais de défecte. Jamais la forme d'une fraise, jamais la forme d'un citron. Pourquoi? Parce que ça voudrait dire que le cervelet est aspiré dans la fosse postérieure, il prendrait la forme d'une banane et il déformerait le contour osseux. Sur le plan transventriculaire, on va toujours voir notre ligne médiane. Elle est interrompue en un seul point par ce qu'on appelle le complexe antérieur. Le complexe antérieur, on a un petit bout de ligne médiane qui est présenté ici sous la forme d'une encre de marine. Et on a la cavité septale, représentée sous une forme de coupe de la Champions League avec les petites cornes frontales des ventricules latéraux. Vos ventricules latéraux, ils ont une forme homogène et régulière qu'on pourrait comparer à une corne de taureau, avec les plexus choroïdes représentés sous la forme grise que vous voyez là. En postérieur, on voit les sillons occipito-pariétaux représentés sous la forme d'un petit diamant. Dans le parenchyme, on ne doit jamais voir de taches irrégulières, comme sur les jolies vaches que vous voyez dans la campagne normande. Sur le plan transthalamique, on retrouve notre ligne médiane, notre complexe antérieur avec l'encre de marine et la coupe de la Champions League. Si on est trop bas, on va avoir 3 lignes parallèles qui correspondent au pilier de fornix. Quand on est sur ce plan-là, c'est celui où les anglo-saxons réalisent leur mesure du BPD et de la circonférence céphalique. C'est le plan de choix pour étudier les vallées sylviennes. On visualisera aussi nos thalamies sous forme d'un petit papillon. Et bien sûr, jamais dans le parenchyme de taches irrégulières, écogènes ou anécogènes. Dans le plan transcérébelleux, on retrouve notre ligne médiane, notre complexe antérieur, nos vallées sylviennes, nos thalamies. Mais dans la fosse postérieure, on va voir notre cervelet
qui est représenté sous la forme d'un gros papillon avec un corps central, c'est le vermis, et les deux hémisphères, c'est les ailes. C'est dans ce plan de coupe qu'on mesure le diamètre cérébelleux et qu'on peut évaluer la grande citerne en arrière et le quatrième ventricule en position plus antérieure. Celui-ci doit toujours être plus large que haut. Sinon, généralement, il y a une anomalie sous-jacente au niveau du cervelet. Et bien sûr, dans votre parenchyme, jamais de taches irrégulières, échogènes ou anéchogènes. Donc, avec cette séquence de 10 items à retenir, vous balayez la totalité du système nerveux central. D'accord ? Pour sécuriser notre pratique en échographie, il faut qu'on soit capable d'être extrêmement reproductible dans les procédures qu'on applique. Celle-ci, effectivement, en tant qu'opérateur junior, elle va vous permettre d'être certain d'avoir été exhaustif dans votre exploration. Est-ce que vous voulez revoir la vidéo ou est-ce qu'on attaque directement le quiz ? On la revoit. Donc, je vous rappelle qu'elle décrit d'abord la première impression que vous allez avoir de ce crâne fœtal, d'accord ? La régularité de ses contours. Ensuite, on a le plan transventriculaire, ensuite le plan transthalamique et ensuite le plan transcérébral. Alors, effectivement, les toutes nouvelles recommandations demandent d'ajouter au moins un autre plan à cette exploration qui a été pratiquée, elle avait été formalisée comme ça pendant des années. Donc, les nouvelles recommandations suggèrent d'ajouter soit la coupe sagittale, si elle n'est pas réalisable, une coupe frontale. Mais là, on reste sur le basique tel qu'on l'a connu ces dernières années, qui permet déjà, effectivement, vraiment d'éliminer énormément d'anomalies ou de repérer les signaux d'appel les plus importants. On y retourne du coup pour bien fixer et après on attaque. Donc la forme de votre crâne, il faut que c'est la première chose à laquelle vous allez porter attention. Il faut qu'elle soit complètement régulière. Un enfoncement au niveau frontal traduit en fait un phénomène d'engagement du cervelet dans la fosse postérieure. D'accord ? Là, on vous représente un cervelet en forme de banane aspiré dans la fosse postérieure, probablement par une myéloméningocèle. Sur le plan transventriculaire, on retrouve toujours notre ligne médiane qui va nous permettre de bien vérifier la symétrie globale entre les deux hémisphères. Celle-ci est interrompue en avant par ce qu'on appelle le complexe antérieur. La partie complètement antérieure de notre... J'ai fait une bêtise, c'est pas du tout ça que je voulais faire. Je voulais mettre pause et ça marche pas. Je voulais attirer votre attention sur le fait que le corps calleux... Est-ce que ça marche? Ouais, je vais l'avoir là. Le corps calleux, on va pouvoir se le représenter sur ce plan axial et souvent on vous habitue pas trop à le regarder dans le plan axial. En fait, le corps calleux, c'est la petite bande qu'on va voir ici, d'accord? Ça, la petite bande qu'on va voir ici, c'est votre corps calleux. Et donc, votre corps calleux, il se trouve au centre de votre complexe antérieur, entre la partie la plus antérieure de la ligne médiane. Ici, vous avez une interface, votre corps calleux qui passe, et vous trouvez votre cavité septale avec ici ces petites interfaces qui correspondent à la pointe frontale de vos ventricules latéraux. Ceux-ci doivent jamais être gonflés comme les grosses gouttes qu'on a vues, ils doivent être effilés. On visualise les plexus choroïdes dans les deux ventricules latéraux. Si on veut les mesurer, on se reportera au niveau de mesure, enfin, on identifiera le niveau pour réaliser la meilleure mesure grâce au sillon occipito-pariétal. Effectivement, vous l'aurez compris avec l'image de la vache que vous pouvez garder comme moyen mémotechnique, toute plage anéchogène ou échogène dans le parenchyme cérébral doit attirer votre attention. Dans le plan transthalamique, on retrouve notre complexe antérieur. Si on est trop bas, on ne verra plus pas notre complexe antérieur, on verra les piliers du fornix, on verra trois lignes parallèles. Donc effectivement, plan recommandé pour la mesure. Attention ici, les curseurs ne sont pas placés correctement, ils ne sont pas à l'extérieur de la table osseuse, alors qu'on vous recommande de les mettre à l'extérieur de la table osseuse.
C'est le plan de coupe de Schwartz pour étudier vos vallées sylviennes, vérifier l'aspect de vos thalamies et bien sûr, vous jetez toujours un œil sur l'aspect de votre parenchyme pour vérifier qu'il n'y a pas de taches irrégulières. Une fois qu'on a fait ça, on passe au plan transcérébelleux. En antérieur, on retrouve les mêmes repères. En postérieur, au niveau de la fosse postérieure, elle va être occupée par le cervelet, qui est représenté sous la forme du gros papillon de nuit. Au centre, le corps du papillon, c'est le vermis. Et on a les deux hémisphères de chaque côté. On peut réaliser, comme l'indique la flèche chaude, une biométrie transcérébelleuse. Comme la toute petite flèche en arrière, on peut évaluer notre grande citerne. Et en violet, notre quatrième ventricule, qui doit toujours être plus large que long. Sinon, il témoigne d'une anomalie au niveau du cervelet. C'est parti, on enchaîne. Donc là, j'ai juste remis cette image que j'ai prise dans les recommandations de l'ISWOG. Je vous la trouverai du coup hyper facilement pour que vous ayez bien en tête la correspondance entre ce qu'on vient de voir. Donc ça, c'est notre coupe de la Champions League avec le corps de la coupe et les petites anses, d'accord? Ça, c'est notre toute petite encre de marine. Pourquoi c'est tout noir ici? C'est la position. Et effectivement, pour un opérateur junior, c'est pas si facile de faire la différence entre un artefact et une plage anéchogène inhabituelle. Comment, en pratique, on fait la différence quand on a un doute sur est-ce que j'ai créé l'image ou est-ce que ça correspond à une réalité anatomique? On change l'angulation de la sonde, d'accord? Si c'est un artefact, son aspect va changer quand vous changez. Alors soit il va disparaître, soit sa manifestation va se modifier et vous allez voir que c'est quelque chose que vous créez à cause de phénomènes physiques. Par contre, si vous retrouvez, quelle que soit l'orientation de la sonde, la même image inhabituelle, c'est qu'elle correspond à une réalité anatomique. Ok, c'est une petite ambiance supermarché, super sympa. Donc ici, vos thalamies. Ici, je vous ai représenté les sillons pariéto-occipitaux. Ils vont être de plus en plus marqués au fur et à mesure où on va avancer en âge gestationnel. En jaune, je vous ai représenté le ventricule latéral distal, qui est toujours beaucoup plus facile à explorer que le proximal pour des raisons d'acoustique, d'accord? Vous allez toujours beaucoup mieux voir, et ça va être majoré en fin de grossesse, l'hémisphère distal par rapport à l'hémisphère proximal. En rouge, je vous ai mis la vallée sylvienne, et en violet, votre cervelet. On est bon pour tout le monde? Ok. Donc là, je vous propose une coupe du pôle céphalique à 14 semaines. Qu'est-ce qui se passe à votre avis? Est-ce que vous êtes capable de visualiser votre complexe antérieur? Est-ce que les contours de votre boîte crânienne sont harmonieux ou pas? Et est-ce qu'il n'y a rien qui vous choque sur l'image et vous êtes parti pour être au self dans 10 minutes? Alors, je vois que les bleus ont répondu très vite, très bien. Les rouges, c'est le sud ou le nord? C'est le sud. C'est dur pour les rouges, là, pour le moment. Faut... Vous avez joué les rouges? Ok. J'ai pas beaucoup de bonnes réponses, mais on va voir. Vous allez vous refaire. Du coup, effectivement, ici, on a une encéphalocèle. La bonne réponse, c'était la réponse B. Les contours de la boîte crânienne n'ont pas du tout la forme homogène d'un œuf. Pour la question A, effectivement, je ne vous l'ai pas redit, mais les repères que je vous ai proposés, vous allez les voir à partir de 20 semaines généralement. Avant, il va y avoir une mise en place progressive des différents repères qu'on a décrits, mais il ne faut pas vous attendre à avoir un complexe antérieur complet lorsque vous faites un examen au premier trimestre de la grossesse. Alors, ici, je vous propose une coupe du pôle céphalique à 22 semaines. Qu'est-ce que vous auriez tendance à en penser? Est-ce que vous ne visualisez pas le complexe antérieur? Est-ce que les contours de la boîte crânienne vous semblent inhomogènes? Ou est-ce que tout vous semble bon et que vous pouvez aller retrouver vos collègues au self? Alors, j'ai toujours une avance des bleus.
plutôt impressionnante. Donc, effectivement, ici, la bonne réponse, c'était la réponse B. C'est une coupe que j'ai prise, je crois qu'elle est dans les recommandations internationales de l'ISWOG. Donc, c'est vraiment la coupe typique qu'on attend à 22 semaines avec votre complexe antérieur ici. Alors, là, je vous propose une coupe du pôle céphalique à 32 semaines. Pour vous, est-ce que les ventricules latéraux ont une forme de goutte d'eau? Et pour vous, cet aspect est physiologique. Est-ce que les ventricules latéraux ont une forme de goutte d'eau et cet aspect vous semble pathologique? Est-ce que les ventricules latéraux ont une forme de corne de taureau et cet aspect est physiologique? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, les rouges rattrapent très difficilement l'écart creusé par les bleus. Je pense que j'ai eu 100% de bonnes réponses là pour les bleus. Donc effectivement, ici, on a un aspect qui est complètement pathologique, avec des ventricules qui ont un aspect soufflé, d'accord? Ils ressemblent effectivement à des grosses gouttes d'eau, avant d'employer le terme de colpocéphalie. Cet aspect, il constitue vraiment un signe d'appel. Alors, encore une coupe à 32 SA. Est-ce que votre attention est attirée par les contours de la boîte crânienne, parce qu'il y a des taches anomogènes dans le parenchyme, ou parce que le cervelet a une forme de banane? Toujours les bleus en tête pour le moment. Vous jouez tous là? Parce que je ne vois pas le détail, je vois que les scores cumulés. Vous voyez? Ok. Donc effectivement, là, on a quelque chose de très inhabituel au niveau de la ligne médiane. D'accord? Donc ça constitue un signe d'appel. Alors, cette fois-ci, je vais vous cacher l'image. Donc, essayez de réfléchir aux éléments qu'on s'est donnés. On fait d'abord une appréciation générale du contour de la boîte crânienne. Est-ce que la forme nous semble globalement harmonieuse ou pas? Et ensuite, on essaye d'identifier sur quel plan de coupe on est. Est-ce qu'on est sur un plan transthalamique, transventriculaire ou transcérébelleux? Et en fonction du plan qu'on a identifié, on se demande si les structures qu'on visualise, elles ont bien l'aspect habituel. Qu'est-ce que ça donne? On est toujours pareil, mais je pense que du coup, les bleus continuent de bien répondre. Ici, on a deux anomalies. Donc, la bonne réponse était la réponse B. On a à la fois une déformation au niveau frontal, je vous remets l'image, ici, d'accord? Et on est sur un plan transcérébelleux et on a un cervelet qui est engagé dans la fosse postérieure. À quel type de malformation congénitale on va penser en première intention devant ce type d'image? Un myélome méninocèle, effectivement. Alors, qu'est-ce qu'on voit sur cette image? Est-ce qu'on voit le complexe antérieur, les vallées sylviennes, les thalamies et la citerne ambiante? Est-ce qu'on voit les cavités septales, la cavité septale, les sillons pariéto-occipitaux, la ligne médiane et la fosse postérieure? Ou est-ce qu'on voit une encre, un trophée, une enclume et des papillons? Ça avance régulièrement pour les deux avec toujours les bleus en tête. Donc le premier, on est d'accord, c'est pas bon. Qu'est-ce qu'on appelle la citerne ambiante? Vous entendez ce terme? La citerne ambiante, ça désigne l'espace qui se trouve juste au-dessus du cervelet. D'accord. Donc là, on est d'accord, on n'est pas sur un plan de coupe où on voit la citerne ambiante, on est sur un plan de coupe transcérébelleux. Pour le B, on n'est pas sur le plan de coupe où on peut voir les sillons pariéto-occipitaux, ils sont un petit peu plus hauts. Donc la réponse n'était pas correcte. Donc effectivement, tout ce qu'on voit, c'est une encre, un trophée, une enclume et des papillons. Attention, une image à 18 semaines et je vais vous demander d'analyser ce que vous pouvez comprendre et ensuite je vais cacher l'image. Donc essayez d'identifier sur quel plan de coupe on pourrait être à partir des éléments que vous avez
Et surtout, une fois que vous avez identifié le plan de coupe, est-ce que les structures présentent un aspect habituel ou pas? Donc, est-ce que vous avez eu le temps de la voir? Vous avez vous la possibilité d'avoir les questions sur le téléphone. Moi, je suis obligée de jongler avec les diapos. Donc, regardez-la bien. Est-ce que pour vous, tout est OK parce que vous voyez un papillon? Est-ce que vous voyez des calcifications sur ce cervelet? Ou est-ce que vous avez l'impression qu'il manque des structures au sein de ce cervelet? C'est pas mal, les rouges sont en train de rattraper un petit peu. Effectivement, ici, on a un vermis qu'on n'arrive pas à visualiser sur l'image. Ça ne veut pas forcément dire qu'il y a une agénésie verbienne, d'accord? Il peut être tout simplement ascensionné. Mais en tous les cas, sur notre plan transcérébelleux, on a un signe d'appel important, c'est qu'effectivement, on a deux hémisphères avec rien au milieu. L'image peut être un peu trompeuse parce qu'on a un prolongement ici qui pourrait effectivement en imposer pour une autre structure. Cet aspect, il est souvent, on le compare à celui d'une dent, en fait, vous voyez, avec les racines. Ok, on passe sur l'examen du cœur. Alors, notamment pour les vraiment tout juniors, généralement, quand on explore le cœur, on va l'explorer en coupe axiale par un mouvement de balayage qui va aller finalement le plus souvent d'un plan axial au niveau de l'estomac et du foie pour repérer le situs. Et ensuite, on va progressivement faire progresser notre sonde en direction de la tête fœtale. Et on va découvrir les différentes structures finalement dans un ordre qui sera toujours le même. Donc, on part du plan de coupe le plus bas, où on repère notre estomac ici. Nous vous informons que on aura compris. Ok. Du coup, ensuite, on va arriver sur notre coupe 4 cavités. Puis, sur le départ de l'aorte. Donc ici, on visualise notre aorte dans la continuité du ventricule gauche. Puis, on va voir les voies d'éjection droite. Donc là, on voit encore un bout de notre ventricule droit et on voit les deux branches des artères pulmonaires. Et enfin, tout en haut, on va arriver sur ce qu'on appelle la coupe des trois vaisseaux ou la coupe de Yo, où on voit l'aorte, le canal artériel et la veine cave supérieure. Et effectivement, si on se les représente ici, donc au plus bas, on est au niveau de l'estomac, ici, au niveau de la coupe 4 cavités, et ensuite, on va, sans réfléchir, diriger notre sonde dans la direction de la tête fœtale, et on va obtenir une vue des voies d'éjection gauche, une vue des voies d'éjection droite, et une vue haute où on visualisera notre canal artériel. Ça a l'air très simple comme ça en théorie pour ceux qui ne l'ont jamais fait. En pratique, le caractère imprévisible de la position fœtale fait que pour celles qui ont déjà le DU d'écho, est-ce que vous êtes à l'aise avec l'enchaînement de mouvements? Ouais, ça y est. Ça vous a pris combien de temps? Oui, donc ça aide. Il faut manipuler beaucoup. Ouais. Généralement, il faut quand même, moi je pense, compter au moins 3-4 mois de pratique régulière pour être vraiment à l'aise. Et encore, vous ne serez pas à l'aise quand le dos est antérieur ou quand il y a des jumeaux, etc. Mais pour déjà bien maîtriser l'enchaînement des différents plans. La petite subtilité, c'est qu'en plus, il faut que vous soyez capable de savoir où est votre droite, où est votre gauche. Sur un fœtus qui, on est d'accord, peut prendre toutes les configurations possibles. Alors, est-ce que vous connaissez ça? Où est la tête, où est le dos? Est-ce qu'il y en a qui connaissent? Donc ça, c'est un petit moyen qui peut vous aider, notamment au début,
Les externes, les jeunes internes en salle, ça peut les aider pour se familiariser. Ça va marcher tant que vous avez un fœtus en position verticale, une tête ou un siège. Si vous avez un fœtus en position transverse ou des jumeaux, il y a un moment, il va falloir que vous soyez quand même capable d'acquérir un repérage dans l'espace où vous êtes certain de la position du fœtus, de où est son bras droit, où est son bras gauche. Et généralement, ça, je vois, enfin, quand on vous forme, on voit le moment où vous êtes capable de le faire parce que vous bougez le membre correspondant à ce que vous êtes en train d'examiner. C'est par exemple, je vous dis, c'est le fémur droit ou c'est le fémur gauche, et je vois que vous bougez la bonne cuisse. Je vois que ça y est, ça commence à rentrer, parce que je pense que la plupart des gens s'imaginent leur propre corps dans l'espace pour arriver à se représenter. Je vois qu'il y a des sourcils foncés. C'est pas évident, en fait, comme question sur la plupart des opérateurs débutants. Les 15 premiers jours, c'est pas du tac au tac quand on leur demande, mais alors, il est où le côté du dos? C'est quoi le côté droit du fœtus? C'est quoi le côté gauche du fœtus? Et bien sûr, il ne suffit pas d'aller repérer l'estomac pour dire « Ah, ben ça, c'est la gauche, d'accord ?» Parce que si vous avez un situs inversus, ça va pas marcher. Okay. Donc, l'idée de cette petite question, c'est de se dire où est la tête, où est le dos. Donc, quand, par exemple, si on a un fœtus en présentation céphalique à gauche, on va se dire, bon, bah d'accord, la tête est en bas, le dos est à gauche. Ça veut dire que sur mon image, la gauche va être en bas. Donc, je vous ai mis une petite illustration. On est d'accord, là, on a notre bébé, il est tête en bas, dos à gauche. Donc, quand on fera une coupe axiale du cœur, on verra la pointe du cœur vers le bas. Ok, là, c'est sûr, ça semble très théorique. Si vous avez un chef de clinique sympa, une sage-femme échographiste sympa, etc., ça, c'est l'exercice prioritaire à faire en tout début de pratique. C'est déjà être complètement sûr de vous, sur repérer la position de votre fœtus, et surtout, ça va vous aider pour la salle, hein, pour les obstétriciens. Et du coup, être capable, avant d'aller chercher les coupes axiales, de vous dire, je vais voir du coup, mon rachis en coupe axiale, il va être là. Mon estomac, il va être là. D'accord? Ça va vous aider aussi dans la réalisation de vos biométries. Ça va être beaucoup plus fluide. Parce que si je vous montre un poupon comme ça, vous êtes capable de me dire que le PA, vous allez le mesurer là. D'accord? En pratique, à 3h du matin, sur une patiente mal installée en salle, etc., c'est quand même plus difficile, avec un mauvais appareil, d'aller mesurer un PA. Ok, et ben on est parti. Là, vous avez un fœtus, donc on est d'accord, ces organes sont normalement configurés. À votre avis, il est en tête ou il est en siège si vous voyez ces coupes axiales? En tête ou en siège? Globalement, j'ai l'impression que vous répondez bien, mais que tout le monde n'a pas répondu. Qui n'a pas répondu encore? Non, c'est bon? Ok. Donc, effectivement, là, on a un bébé qui est en tête. Donc, et vous vous imaginez. Votre bébé, vous l'examinez, en fait, il est comme ça, d'accord? Son bras gauche, il est ici. Sa pointe du cœur et son estomac sont là, d'accord? Est-ce que c'est bon pour tout le monde, ça? Si vous voyez que vous avez des difficultés, je vous encourage vraiment à vous faire des petits schémas où vous dites, alors, vous faites l'exercice là, juste au-dessus, d'accord? Dans toutes les configurations possibles, jusqu'à ce que vous soyez hyper fluide. Parfait. Donc du coup, petite vidéo, lequel est le ventricule rouge? Est-ce que ce que j'ai dessiné en rouge, c'est votre ventricule gauche, ou est-ce que ce que j'ai dessiné en rouge, c'est votre ventricule droit? Vous me faites pas trop de... Ah, pas mal les rouges. Il rattrape. Il y a un bleu qui a dû se lisser. Du coup, effectivement, c'est le ventricule... pardon. En rouge, vous voyez votre ventricule droit. Alors, il y a plusieurs façons
de l'identifier, déjà il y a une façon qui est très simple, c'est que vous aurez toujours votre ventricule droit vers l'avant. Moi, c'est comme ça que je réfléchis. Très très rapidement dans ma première appréciation, je rentre en me disant où est l'avant du thorax. Ok, j'ai mon ventricule droit. Il y a d'autres gens qui partent dans l'autre sens, ils regardent le rachis, ils regardent l'aorte descendante et ils se disent bon bah le côté là c'est le gauche. Peu importe la manière, ça doit faire partie de ce que vous allez regarder dans les premières secondes de votre évaluation du thorax. Or souvent, comme on vous apprend les choses de façon assez figée, finalement dans le DU, ça va être assez statique, on va vous montrer des diapos de cœur normaux, des diapos de cœur pathologiques. C'est pas si évident pour vous, parce qu'en vrai c'est dynamique un examen du cœur, et que vraiment dans les premières secondes, il y a une question de l'ensemble des rapports et de l'orientation des structures que vous devez évaluer si vous voulez que votre diagnostic soit complet. Alors, sur cette image-là, je vais vous demander d'identifier le vaisseau que j'ai entouré en rouge. Donc, il faut que vous vous rappeliez la séquence que je vous ai montrée avec le petit dessin où on faisait monter gentiment la sonde vers la tête fœtale. Et normalement, il y a quelque chose qui devrait attirer votre attention et vous permettre de ne pas faire d'erreur. Les rouges ont presque rattrapé les bleus. Les rouges sont forts en cardio. Donc effectivement, sur cette image, ce que vous allez identifier, c'est un vaisseau ici qui bifurque. Et quand ça bifurque, si tout est monté correctement, on est d'accord, c'est les voies d'éjection droites. Donc là, notre vaisseau rouge, c'est l'aorte. Ok ? J'attire juste votre attention pour celles qui sont un peu plus avancées. Ici, ce n'est pas les deux branches des artères pulmonaires qu'on voit. Hein. C'est une artère pulmonaire et le canal artériel. Et finalement, moi, c'est l'image que j'ai le plus souvent. Peu importe, du moment... En fait, c'est un vaisseau qui trifurque, si on veut être exact. Hein. Il va se diviser en trois, deux branches d'artères pulmonaires et le canal artériel. Mais en fonction de votre plan de coupe, généralement, vous voyez deux des vaisseaux. Soit les deux artères pulmonaires, soit une artère pulmonaire et votre canal artériel. C'est important quand vous arrivez au niveau d'âne que vous soyez au clair sur quand est-ce que je suis sur le canal artériel. Je dirais qu'avant, tant que vous êtes dans l'acquisition de la séquence pour faire un examen de dépistage standard, finalement, si vous repérez que ça bifurque à l'issue du ventricule droit, on est bon pour les critères de qualité. Alors, ce fœtus, il présente des signes de quoi ? Un épanchement cardiaque et une ascite, un épanchement cardiaque et un épanchement pleural, ou une gastro-entérite. Alors, réfléchissez en identifiant bien le niveau de votre plan de coupe. Et les bleus se ressaisissent. C'est pas mal. Donc effectivement, ici, il a peut-être une ascite, ce fœtus, mais on ne peut pas le savoir, d'accord ? Une ascite, ça se voit sur un plan de coupe abdominal, et là, on est sur un plan de coupe thoracique. Donc, on voit un épanchement péricardique et un épanchement pleural ici. Okay ? Donc, effectivement, c'est peut-être une anasarque, hein. D'accord, il a peut-être un œdème préfrontal, une ascite, il y a peut-être une placentomégalie, mais on ne peut pas l'affirmer sur l'image qu'on voit ici. Donc juste un tout petit rappel pour les phases socles, parce qu'on attaque sur la biométrie, vous l'aurez compris. Ce qu'on attend de vous sur une biométrie standard, donc sur un examen focalisé où vous allez juste avoir besoin d'estimer votre gabarit fœtal, c'est de réaliser... du coup, on va vous demander d'évaluer votre périmètre céphalique. Sur le plan de coupe, nous, on utilise plutôt le plan de coupe transthalamique, mais les anglo-saxons utilisent le plan de coupe transventriculaire. Il n'y a pas de différence en termes de précision et de reproductibilité de la mesure. Donc, en vrai, les deux sont acceptables pour peu que vous maîtrisiez très bien votre technique. Il n'y a pas de problème. Je vous rappelle, par contre, que les curseurs, ils doivent toujours être mis à l'extérieur de la table osseuse. Ils doivent épouser le contour osseux de ce crâne. Au niveau de l'abdomen, on va chercher à avoir une coupe axiale de l'abdomen passant
par le sinus porte, par l'estomac, et une coupe symétrique où on aura du coup le rachis ici, qui passe par une ligne qui sépare en 2 moitiés égales votre abdomen. Donc normalement, votre abdomen, il est circulaire. On pourrait le diviser en 2 avec une ligne qui passe par le rachis. Et le plan de coupe est au niveau de l'estomac. L'histoire du sinus porte, c'est un truc très français. Les anglo-saxons ne s'énervent pas sur l'histoire de la surrénale et du sinus porte. Globalement, eux, ils veulent que le plan de coupe il soit symétrique et au niveau de l'estomac. Alors que des fois, nous, on torture des très jeunes opérateurs sur est-ce que tu as bien vu la surrénale pour être sûr que ton plan de coupe était bon. Je ne suis pas sûre de l'intérêt à 3 heures du matin en salle. Si votre plan de coupe il est déjà symétrique et qu'on a vraiment un contour circulaire et que vous avez réussi à ne pas l'avoir trop collé contre la paroi ou pas vous mettre sur une coupe complètement oblique, on sera déjà très content. Comment on fait pour bien voir les contours sur un périmètre abdominal? C'est souvent le plus dur, hein? Vous en avez tous mesuré déjà. Ok. On essaye toujours d'avoir son rachis à 3 heures ou à 9 heures. Vous savez ça? Pour des raisons acoustiques. Alors là, je n'ai pas de tableau papier, mais en fait, pour des raisons acoustiques évidentes, si je vais pouvoir vous le faire comme ça. En fait, les ultrasons, on est d'accord, vos ultrasons, ils arrivent comme ça, bam, ils rencontrent. J'ai l'impression d'être à la foire de. Bon, pour ceux qui veulent gagner un tour de manège gratuit, il faudra se rendre en salle Pierre et Marie Curie après cet atelier. Donc, vos ultrasons, ils arrivent comme ça, bam, ils tapent sur les structures, ils repartent vers la sonde. Ok? En gros, plus vous allez en profondeur, moins vous avez d'informations. Pourquoi? Il y a tous les faisceaux qui sont déjà repartis vers la sonde et il y a tous ceux qui sont absorbés par les structures. Et il y a un autre phénomène physique bien relou, qui est que quand ils arrivent comme ça un peu en tangentiel, bam, vous avez fait balle de tennis et ça repart par là. Ok? Du coup, si ça repart par là, vu que votre sonde elle est ici, vous perdez l'information. C'est pour ça qu'on a vu tout à l'heure que sur les structures tangentielles ici et ici, souvent, vous avez beaucoup plus de mal à avoir une résolution correcte et à savoir où placer exactement vos curseurs de mesure. Parce qu'en échographie, la structure tangentielle, c'est celle que vous allez pouvoir le moins bien observer. Qu'est-ce qui nous intéresse, nous, dans l'évaluation de notre périmètre abdominal? C'est le speck qu'ils ont ici. D'accord? Donc, l'idée, c'est que ici et ici, vous placiez bien vos curseurs de mesure. Si vous l'abordez directement dans le rachis, vous verrez rien parce que vous aurez un énorme cône d'ombre à cause des vertèbres. D'accord? Si vous l'abordez complètement ici, par l'abdomen, vous allez être gêné parce que vous allez être en tangentiel ici et vous allez être dans le flou pour mettre vos curseurs de mesure. Donc l'idée, ça va être d'arriver à tourner, en fait, à mobiliser votre sonde pour déplacer votre rachis et vous retrouvez toujours avec un rachis le plus latéral possible. C'est là où vous aurez la meilleure image, d'accord? Et autre petit tips sur les fins de grossesse, des fois c'est plus facile quand la patiente est en décubitus latéral par rapport à un décubitus dorsal. Est-ce que vous avez tous déjà vu faire ça? Allez voir des vagues d'écho. Si les échographistes tournent les patientes, c'est que souvent, en fin de grossesse, en décubitus latéral, vous avez moins de contraintes utérines qui déforment le périmètre abdominal et du coup, votre placement des curseurs de mesure va être beaucoup plus juste. Le fémur, c'est pas très compliqué parce que c'est une structure osseuse, elle a l'avantage de ne pas se déformer, d'accord? Et du coup, la seule chose qui vous gêne parfois, c'est de ne pas arriver à l'horizontaliser. On va voir ce qu'on peut faire comme petit tips après. Alors, première question, est-ce que ces deux plans de couple sont acceptables pour réaliser une biométrie de l'abdomen? Donc, vous avez tous bien répondu. Donc, les bleus conservent une minime avance. Donc, effectivement, on ne peut pas prendre une coupe oblique qui passerait pratiquement par l'insertion du cordon. En pratique, comment on va savoir qu'on est sur une coupe oblique? C'est si on voit tout le trajet intra-abdominal de notre veine ombilicale, c'est qu'on n'est pas sur une coupe qui est strictement axiale, d'accord? On ne doit voir que la portion, on ne doit voir en fait que le sinus porte. Bon pour tout le monde cette explication? Ok.
Alors, pour optimiser la mesure de ce fémur, il suffirait d'effectuer un mouvement de rotation de la sonde. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Donc j'ai cette image, je mouline un peu, mais je vois que c'est pas terrible. Je voudrais arriver à faire un truc un peu mieux avec un fémur mesuré dans les règles, donc complètement horizontal à l'écran. Est-ce que ça va? Ah mince, j'ai pas mis le bon dessin. Là, je vous demande si est-ce qu'il faut faire le mouvement D. Est-ce qu'il faut que je tourne ma sonde comme ça, comme une toupie? J'ai pas entouré le bon. C'est pas le petit cheval à bascule que je veux, c'est la toupie. Est-ce hein? Sur le téléphone, c'était le bon. Alors, du coup, globalement, vous avez bien répondu. Ça va pas marcher. On est d'accord? Qu'est-ce que vous allez voir si vous faites un mouvement de rotation? Vous allez voir un point, d'accord? Vous allez voir une structure punctiforme osseuse. Si votre fémur, il est comme ça, on est d'accord? Si vous vous mettez comme ça pour le couper, vous allez voir une structure punctiforme. Et vous m'avez vu arriver. Est-ce que pour optimiser la mesure de votre fémur, ça pourrait être efficace d'essayer le mouvement C? Pas mal du tout. Les bleus sont presque à la fin. Donc effectivement, celui-là, il est dur à maîtriser souvent pour les juniors. C'est ce mouvement-là. Ce mouvement-là, il va vous permettre quoi? Eh bien, si vous êtes comme ça, on est d'accord? C'est exactement l'image que vous voyez à l'écran. Des fois, quand vous êtes tout jeune, vous dites « Oui, mais là, c'est pas possible, en fait, parce que le fémur n'est pas droit dans la patiente. » Alors, je veux bien que sur certains sièges très engagés, des fois, on n'arrive pas à la récupérer. Mais en fait, il vous suffit de faire ça, d'accord? Si vous faites ça, ce mouvement-là avec votre main, on va se retrouver dans cette situation et on verra bien un fémur complètement horizontal sur l'écran. Si vous avez des centres de simulation avec des simulateurs d'écho dans vos facs, pour ceux qui ont des difficultés sur la coordination de ces petits mouvements, c'est vraiment le top pour débloquer ces aspects qui peuvent parfois vous rebuter un petit peu. Sinon, l'idéal, c'est de demander à quelqu'un de vous appuyer sur la main, en fait, pour bien comprendre le geste. Généralement, tout seul, on met à peu près, 3 semaines, pour comprendre bien comment ça marche. C'est sûr que si vous pouvez comprendre ça en 3 minutes, parce que quelqu'un vous l'a montré, ça vous fait du gain de cerveau disponible pour apprendre autre chose. Et un petit rappel, parce que moi je fais beaucoup d'ateliers de simulation écho, et souvent au début vous combinez en fait tous les mouvements. C'est pour ça que j'utilise beaucoup ce petit tableau de pictogrammes. J'appelle ça mouliner. En fait, vous faites plein de trucs en même temps. Et du coup, vous ne savez pas dans le mouvement que vous avez fait ce qui est efficace et ce qui n'est pas efficace comme correction. Et effectivement, comme il y a trop de mouvements faits en même temps, même un observateur expert derrière va pas pouvoir. Il va vous dire, en fait, là tu combines, tu fais un mouvement de translation, en plus tu tournes et en plus tu appuies. Donc effectivement, si il fallait juste ajuster pour avoir et la tête et le pôle caudal dans une LCC ou les deux extrémités d'un fémur, si vous avez 3 mouvements en même temps, souvent vous perdez l'extrémité que vous aviez déjà. D'accord? Donc l'idée, c'est vraiment que dans votre tête, vous arriviez à décomposer ces différents mouvements et à pas les envisager comme je suis pas bien, je mouline dans tous les sens, mais j'enchaîne un mouvement à la fois. Et quand on ne sait pas sur lequel partir, on fait de la correction élastique. On essaye un truc, si c'est pas bien, on revient. D'accord? Vous allez mettre un peu plus de temps au début, mais votre cerveau, il va connecter ce qui marche et ce qui marche pas. Vous revenez et vous essayez un autre. Donc j'ai essayé le mouvement de translation, ça marche pas, j'essaye de tourner. Ça, je reviens. Et vous allez aussi acquérir l'inversion de commande. C'est-à-dire qu'au début, par exemple, incliner, vous ne saurez pas dans quel sens incliner. Vous essayez un et vous allez voir le contraire de ce que vous voulez à l'écran. Vous allez revenir et vous allez lui dire il faut faire le contraire. Et c'est ce step by step qui va vous permettre de devenir fluide. Alors, on attaque ce que vous préférez un peu d'épidémio. Je vous ai fait 2 petits schémas. Et normalement, puisque vous savez ce que c'est qu'un examen de dépistage, vous êtes capable de me dire lequel est conforme. Donc, on est d'accord, quand il y a la petite croix rouge, c'est que la dame, elle est malade et que son test, il est mauvais. Alors...
toujours une légère avance des bleus. Mais là, est-ce que tout le monde a répondu? Non, ouais, je vois que ça... Ah, c'est de lointains souvenirs. Mais en fait, c'est vraiment important pour vous que vous soyez capable de vous dire que toute procédure que vous appliquez, toute procédure diagnostique que vous appliquez, elle fait forcément... Elle a un coût en faux positif et en faux négatif. Donc, on est d'accord, si une patiente est malade et que son test dit qu'elle est malade, c'est un vrai positif. Là-dessus, tout le monde est d'accord. Si une patiente est saine et que son test dit qu'elle est saine, c'est un vrai négatif. Maintenant, si une patiente est malade et que son test... Si une patiente est malade et que son... Où je suis perdue, voilà. Si une patiente est malade et que son test dit qu'elle n'est pas malade, c'est un faux négatif. Et si une patiente est saine et que son test dit qu'elle est malade, c'est un faux positif. Bon pour tout le monde? Alors, ça c'est ce que vous connaissez. Et vous êtes jeune, donc vous connaissez actuellement que cette mouture, mais moi j'en ai connu bien d'autres. Quelle est la sensibilité de notre dépistage? Alors là, je parle pour des patientes qui acceptent, qui souhaitent bénéficier de ce dépistage, d'accord? Quelle est la sensibilité au sein d'une population normale qui accepte le dépistage de notre stratégie actuelle? Est-ce qu'elle est de 75, 87 ou 99%? Les rouges sont passés devant les bleus. Les rouges sont très forts en épidémio. Donc effectivement, on est à 99% sur une population qui accepte cet examen de dépistage, et quand on conduit correctement le processus, on est à 99% de dépistage. Et là, pour conclure, je vous ai remis cette diapo pour vous donner un petit panorama historique parce que vous êtes en plein dedans. Donc, grosso modo, 1980, c'est la généralisation. Donc l'échographie existait avant, mais c'est la généralisation des échographes dans les services d'obstétrique, avec une utilisation en mode Far West, complet au début. Chacun fait ce qu'il peut, ce qu'il veut, quand il veut. Du coup, il y a eu ce qu'on a appelé l'affaire Perruche. C'est un enfant qui est né avec un handicap qui était lié, je crois, à une rubéole et des anomalies congénitales qui n'avaient pas été vues alors que l'enfant avait bénéficié d'échographie. Et c'est à partir de ce moment-là que sur le plan social, on s'est dit qu'il fallait protéger à la fois les familles qui s'attendaient à avoir des procédures de dépistage anténatal bien conduites et les professionnels de santé, parce qu'il vous faut forcément un référentiel opposable pour savoir jusqu'où vous devez aller et ce que vous êtes supposé faire dans le cadre de votre pratique. Et en 2005, il y a eu un premier rapport édité par une entité qu'on a appelée le Comité national technique d'échographie, donc qui concernait l'échographie dépistage. Il a été complété par un rapport 5 ans plus tard sur l'échographie diagnostique. En 2016, il y a eu la première mouture de ce que vous connaissez qui s'appelle l'ACNEOF, qui a défini les pratiques telles qu'on les a eues jusqu'en 2022. Et après, il y a eu l'année noire 2022. Janvier 2022, première reco du CFEF en faveur des courbes intergrosses. Février 2022, reco du SINGOF en faveur des courbes OMS. Septembre 2022, adoption des courbes OMS pour nous. Désolée, c'est une diapo locale. Nous, on est la COPEJ, on a la coordination du Grand Est. Donc, on a décidé d'adopter. Qui fait intergrosse? Juste pour avoir une idée. Où on fait intergrosse en France? Personne? OMS pour tout le monde? Ok, d'accord. Même, il n'y a pas de Parisiens? Et les Parisiens, vous êtes sur OMS aussi? Ok, je pensais qu'il y avait des centres qui étaient sur intergrosse. Et 2022, deuxième rapport de la Conférence nationale d'échographie obstétricale et FEGAD. Et je ne sais pas si vous le savez, décembre 2022, signature par la plupart des PU d'obstétrique, enfin par un nombre important de PU d'obstétrique de France, d'un courrier dénonçant ce rapport de la CNEOF. Alors on est dans une situation qui est très compliquée pour vous parce que vous n'avez pas le recul historique
et que vous allez être obligé d'appliquer ce qui se fait dans vos établissements. Et effectivement, quand on est plus ancien, on se rend compte qu'on dépasse un débat d'intérêt public parce qu'il y a énormément d'autres questions derrière, c'est-à-dire quel matériel on vend, quelle formation on vend, quel établissement on favorise par certains choix en politique de santé. Et ça, c'est des questions qui sont extrêmement complexes. Et donc, dernière question, à quel rythme a augmenté le nombre des publications de textes de recommandation concernant l'échographie obstétricale en 2022 ? C'est la question qui va vous départager. Et là, j'ai même plus, mais je crois que j'avais recalculé, on était à 0,2 par an avant, et là, on est passé du coup à 4 par an, à peu près. Donc, ça fait 2000% d'augmentation. Voilà, un bel avenir pour vous. Je ne sais pas si moi, voilà, j'espère que ça va stabiliser parce que je trouve que ce n'est pas facile pour vous de commencer une pratique qui est déjà complexe avec ce background-là. Voilà, j'espère que l'atelier vous a répondu à vos attentes. Et là, je reste disponible 5 minutes si vous avez des questions particulières. Et malgré une très très belle remontée des roses sur la fin. Je crois que c'est les bleus qui gagnent quand même. Mais c'était serré. Alors bravo à tous pour votre participation. Et effectivement, si vous avez des demandes alors je le fais régulièrement. Là, je l'avais rafraîchi parce que j'avais enlevé du coup toute question potentiellement trouble au vu du contexte. Est-ce que vous préféreriez le scinder et avoir vraiment un atelier pour les phases socles et un atelier plus d'approfondissement? Ouais. Ouais. Mais alors, quelque part, je devrais peut-être plus l'étiqueter parce que pour moi, il n'est pas fait pour des gens qui ont déjà une pratique, quoi. Jeune, de voir... ouais, ça vous motive ? Ok. D'avoir 2 ateliers différents, en précisant un plus pour les phases socles et un plus pour les niveaux intermédiaires avancés. Ok, d'accord.